Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. Au Burundi, une rébellion dirigée par un ancien officier de l'armée voit officiellement le jour. Son objectif, écarter le président Pierre Nkurunziza du pouvoir. En Centrafrique, suite au report des élections présidentielles et législatives du 30 décembre prochain, certains candidats se montrent désormais sceptiques quant à la tenue de ces scrutins. C'est aujourd'hui le 70e anniversaire du franc CFA. 14 pays du continent utilisent cette monnaie. Nous ferons le bilan dans cette édition. Retour sur la situation au Burundi où une nouvelle rébellion contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a été formée. À sa tête, Edouard Nshimirimana, ancien officier supérieur de l'armée burundaise. Cette annonce survient alors que l'Union africaine a voté le 18 décembre dernier le principe d'un envoi de troupes africaines au Burundi, un déploiement fermement rejeté par le gouvernement burundais. Le point avec Arwa Barkala. C'est une nouvelle étape dans la crise burundaise. L'ancien officier supérieur de l'armée, Edouard Nshimirimana, a proclamé mercredi 23 décembre 2015 la création du Forebu, les forces républicaines du Burundi, une rébellion regroupant selon l'ex-militaire les principaux groupes armés opérant dans le pays. Leur objectif, chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Face à la violence féroce de l'État et suite au refus catégorique et arrogant de tout dialogue, nous nous devons de protéger les populations et redonner toute sa vigueur à l'esprit de l'accord d'Arusha. De leur côté, les autorités burundaises se disent peu inquiètes face aux menaces du Forebu et doutent de la capacité de nuisance de ce mouvement contestataire. Il n'y a pas d'éléments armés qui se cachent dans la province du Bujumbura rural. Il peut y avoir quelques civils qui détiennent des armes illégalement. C'est la raison d'être du désarmement forcé actuel. Alors que la situation se dégrade de jour en jour, l'Union africaine prévoit de déployer 5000 hommes sur le territoire burundais. Une décision à laquelle les autorités burundaises s'opposent catégoriquement. Face à ce refus, l'Union africaine peut, en vertu de l'article 4 de sa charte, envoyer une mission de maintien de la paix sans accord de l'exécutif. Mais ira-t-elle vraiment jusqu'au bout? La question reste en suspens. Si le gouvernement burundais continue à refuser l'envoi de ses troupes, que l'Union africaine décide d'envoyer ses troupes, on peut craindre une grande violence dans un temps court, limité, disons, une sorte de vengeance sur la population. Parallèlement à cette menace de l'institution panafricaine, le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur de la crise burundaise, a annoncé la reprise du dialogue inter-burundais à Kampala ce 28 décembre 2015. Des pourparlers dans la capitale ougandaise qui ambitionnent de réunir autour d'une même table des négociations toutes les parties prenantes de la crise au Burundi. Et au sujet de l'intervention de l'Union africaine au Burundi, ce samedi, des manifestations contre tout déploiement d'une mission de maintien de la paix se sont tenues à l'appel du gouvernement dans plusieurs provinces du pays. En bref, en Guinée, le président Alpha Condé a accordé la grâce présidentielle à Bahouri, un fervent opposant condamné pour atteinte à la sûreté nationale. Le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée avait été condamné par contumace en 2011. Il était considéré comme l'un des principaux instigateurs de l'attaque armée contre la présidence privée du président de la République en juillet 2011. Bahouri est désormais libre de rentrer en Guinée après près de 5 années d'exil en France. En Centrafrique, les autorités du pays ont proposé ce jeudi de reporter au 30 décembre le premier tour des élections présidentielles et législatives. Des problèmes de formation des agents électoraux ont cette fois-ci été évoqués. Ces scrutins avaient déjà été reportés à plusieurs reprises du fait notamment de l'insécurité dans plusieurs zones du pays. 30 candidats sont en lice pour la présidentielle et ce rapport suscite des réactions mitigées. Olivia Yérédobré. Après le report annoncé au 30 décembre 2015 des élections législatives et présidentielles en Centrafrique, les candidats réagissent. Si certains se disent prêts pour ces scrutins, d'autres demandent un report plus important. Ces 3 jours de report m'arrangent parce que certaines villes me réclament et je vais en profiter avec mon staff, avec ma direction nationale de campagne pour replanifier un certain nombre d'activités. Dans tous les cas, nous étions prêts pour le 27 et nous serons encore davantage pour le 30. Pour Désiré Kolingba, candidat du Rassemblement démocratique centrafricain, le report est jugé trop court pour résoudre toutes les difficultés.
Il faut mieux donner la latitude à l'Agence nationale des élections pour faire un travail correct, que ça ne puisse souffrir d'aucune contestation post-électorale. Ce sont des élections cruciales pour la République centrafricaine. S'il y a des difficultés, il faut les résoudre avant que nous ne puissions tomber dans des situations incontrôlables. D'autres candidats sont plus pessimistes et estiment que les élections n'auront pas lieu à la date annoncée. C'est un processus électoral qui est de toute évidence mal maîtrisé et irréaliste. Et si aujourd'hui on repousse de 3 jours pour les principales raisons qui sont qu'il y a un problème d'organisation, que les urnes n'ont pas été encore acheminées dans l'arrière-pays. Si la seconde raison, c'est qu'il y a un problème de formation des agents, tout ça c'est un peu ridicule parce que déjà ça se prépare à l'avance ce type d'élection. Donc même pour le 30, je n'y crois pas. C'est inutile de se précipiter pour aller vers des élections qui ne pourront qu'enflammer la situation actuelle qui a toujours pas été réglée. Prévu dimanche 27 décembre 2015, les élections législatives et présidentielles en République centrafricaine ont été reportées pour la 8e fois en un peu moins de 2 ans du fait de problèmes logistiques. Les nombreux points juridiques que soulève ce report sont en passe d'être réglés. L'autorité nationale des élections a indiqué notamment que la campagne électorale qui devait s'achever ce vendredi 25 décembre 2015 était prolongée jusqu'à lundi 28 décembre à minuit. Enfin, sur la question de la tenue des élections un dimanche, comme le prévoyait le code électoral, le comité stratégique de suivi des élections compterait invoquer les articles 73 et 75 du code qui permettent de changer la date en cas de force majeure. Au Bénin, l'hélicoptère présidentiel qui transportait le Premier ministre Lionel Zinsou a fait un crash dans la localité de Djougou aux environs de 17h30 heure locale. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues, mais le candidat à l'élection présidentielle de février 2016, candidat unique de l'Alliance Force Choris pour un Bénin émergent, ainsi que les autres occupants de l'engin se sont sortis indemnes du crash. Au Zimbabwe, le gouvernement prolonge le délai d'indemnisation des sociétés étrangères. Les compagnies étrangères ont jusqu'au 31 mars 2016 pour céder la majorité de leur part à des investisseurs locaux. La loi d'indemnisation a été mise en place en 2007. Concrètement, cette législation exige que la majorité des parts des entreprises soit détenue à plus de 51% par les Zimbabwéens. Les explications de Birama Saounera. 31 mars 2016, c'est le nouveau délai d'indigénisation accordé aux sociétés au Zimbabwe. Adopté en 2008 par le président Robert Mugabe, la loi sur l'indigénisation exige des entreprises étrangères qu'elles cèdent la majorité de leurs parts à des investisseurs locaux. Toutes les sociétés qui n'ont pas encore soumis leur plan d'indigénisation tel que l'exige la loi devront le faire avant l'expiration du délai fixé au 31 mars 2016. Celles-ci peuvent continuer à travailler dans tous les secteurs de l'économie, mais devront payer un tribut de non-observance. Au Zimbabwe, la loi sur l'indigénisation a créé une profonde incertitude dans les milliers d'affaires. Certaines organisations, à l'instar du Fonds monétaire international, ont exhorté le Zimbabwe à réviser sa politique d'indigénisation. Pour des observateurs, cette mesure gouvernementale représente un obstacle majeur pour les investissements étrangers et le développement économique du pays. Ce n'est pas une politique qui va dans le bon sens des affaires au Zimbabwe, qui dit majorité des parts, dit aussi, veut dire majorité des décisions. Et on voit mal comment les sociétés étrangères qui dépendent des maisons mères qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, peuvent accepter que les décisions de ces entreprises dépendent des Zimbabwéens. Avec cette politique au niveau des affaires, il y aura beaucoup de départs des entreprises et on aura le Zimbabwe qui va se retrouver dans une phase de paupérisation de sa population. L'adoption des lois d'indigénisation et de la réforme agraire marquée par l'expropriation des fermiers blancs a plongé le pays dans une crise économique sans précédent. Selon les projections, la croissance économique ne devrait pas dépasser 1,5% au lieu des 3,2% initialement prévus pour 2015. Toujours à propos du Zimbabwe, le gouvernement a décidé d'adopter la devise chinoise, le yuan, comme monnaie officielle. Le pays n'avait plus de devise nationale depuis 6 ans. Les monnaies des pays voisins ou encore le dollar américain étaient jusqu'à présent utilisées.
Le franc CFA fête ses 70 ans. Le 26 décembre 1945, la France créait le franc CFA, dénommé à l'origine franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, le sigle a une toute autre signification, à savoir franc de la communauté financière africaine. Aujourd'hui, 14 pays d'Afrique subsaharienne l'utilisent. Mais alors que pour certains, cette monnaie est un gage de stabilité, d'autres demandent à en finir avec le franc, car hérité du temps de la colonisation. Les explications d'Olivia Hiré-Dobré. 26 décembre 1945, 26 décembre 2015, le franc CFA fête ses 70 ans. Créé après que la France ait ratifié les accords de Bretton Woods qui ont dessiné les grandes lignes du système financier international en 1944, le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la zone franc. Il existe aujourd'hui deux types de francs CFA. Le franc de la communauté financière africaine pour les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Le franc CFA dispose d'une parité fixe. Depuis la création de la zone euro, sa valeur dépend de la monnaie unique européenne. Mais 70 ans après sa création, l'heure est au bilan. Bon, la problématique du franc CFA est une vieille problématique qui, pour certaines personnes, si vous voulez, le franc CFA est une monnaie coloniale qui empêche éventuellement les États africains de pouvoir se développer, car en termes d'échanges extérieurs, vous avez toujours cette contrainte-là, c'est que tous les États africains appartenant à la zone sont obligés de passer par la France pour leurs transactions internationales. D'un autre côté, on peut se dire que le franc CFA, si vous voulez, bénéficie de la stabilité de son attachement par rapport à l'euro aujourd'hui. Mais on peut aussi se dire que le franc CFA paye un lourd tribut par rapport aux transactions internationales, dans la mesure où on sait que nous nous situons dans le domaine de la finance. Les États africains laissent énormément de fonds dans leurs transactions internationales qui bénéficient à l'ancienne colonie. Les pays africains de la zone jouissent donc d'une monnaie forte, mais qui, selon certains observateurs, mine la croissance économique de certains pays. Mais alors, faut-il sortir du franc CFA ? D'ici le 1er janvier 2020, les 15 pays de l'espace CEDEAO ont prévu de disposer d'une monnaie unique. Un projet déjà débattu en 2000 qui peine toutefois à se concrétiser. Cette monnaie aurait dû être lancée en 2015, mais beaucoup des pays membres n'ont pas respecté leurs responsabilités financières. Les États doivent se conformer aux critères macroéconomiques comme l'inflation, la stabilité de la monnaie. Sans cela, si nous mettons en place une monnaie commune, ce sera un échec. L'Institut monétaire ouest-africain a énoncé 10 critères pour le lancement de la monnaie unique, parmi lesquels figurent en priorité un taux d'inflation à un seul chiffre à la fin de chaque année, ainsi que des réserves extérieures brutes qui peuvent garantir une couverture des importations pour un minimum de 3 mois. Des critères qui, selon le directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Luka Abaga Nchama, restent encore inatteignables pour de nombreux pays de la sous-région. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.